invité de marque. Et avant de lui laisser la parole, nous allons projeter, comme c'est la coutume, une vidéo du Rabbi qui, évidemment, était d'une lumière extraordinaire au niveau du Chinour aussi, bien entendu. Crime, unrest, strife between segments of society, the courts, jail time, and back to the streets. Might there be a better way to address the problems? Als me geht a reis in gas, was heißt in gas, me geht a reis von dalle dame shel teiro, dalle dame shel tfilo. Und me geht a guck, was tut sich in Welt, zet men a das Rishus ha-Rabbi, und me zet a das a Yinyan, was koomu, von Jahr zu Jahr, ist nie die Lage wird besser, und Menschen werden edler und rechnen sich mehr mit der Zweiten und seine mehr Nisa. Als ein Meluche soll nicht tolerieren der zweiten Meluche. Und ein Mensch soll nicht tolerieren der zweiten Menschen. Und wie mir sagt es befehlt, kemi duber, als Seibane geht zum Malchies Misgore Zubazu, Seibane geht zu Chugim, was Misgore Zubazu in noch nicht gewähnt, als Sami Matze, was heilig und Misdarde, neisa wie der Masse wie Behewe. Am jem le jem darf mäßig sein, in Keches a Schmire, bis bei Paschus a de Palis muss man mäßig sein. Weil man nicht sagt, als geht a Reis von jeder Linie von Kontrolle, jeder Masse von Kontrolle. Und beschaß ich gefragt, bei dem, was der gewähnt, der Dämmel, der Mischel, in ganz New York, was der Negen und dem Katege, auch bei Schießnahmen soll nicht an die alle Unionen und bei Wornen, also sein der Linie, le man Yishmu wie Iro, in der Fall ist als Katege, da vermonnen die Mensch. Frage ich bei ihm, bis ich schon ein General Attorney zähnlicher Jahren, was ist der Erklärung, was in Chile, in dem Monipsa, du bist das gewährt. Ich gewähne a sehr viel und a sehr viel Crime, a sehr viel Meurois Bilderi zu ihm. Und mich schon, unter dein Unführerschaft. Und du hast getan, kol hat tolle Beoch auf Bewornen. Und sich hechet nicht dargestellt, für le Mann Yishme wie Iro. Nicht nur sind sie geworden weniger. Nicht nur sie geworden mehr, nur sie geworden in mehr Schlebe Jahre, Schlebe der Chatelle. Hat mir auch geschmeichelt und dabei das geblieben. Was dabei das geblieben, auf von Dämmelton, wenn man das Jahr zurück, ist ein Masse wie Heilig und Misdarde. Man gesagt, Efscher ist in der Ruf schuldig, es darf man suchen, dworim nicht story, wo sie bis Bildtivi ist, Efscher wird nach Kukton, Efscher geworden nach Schiene, in der Schiene von den Kindern, also wird nach Schiene von den Kindern, es eben der Schiene ist Letev, wird nach Schiene in der Erwachsene, Echet Bezad Hatev, eben der Schiene von Schiene als Kinder, wird le Mutter, wird dann noch der Schiene bei der Erwachsene Echet le Mutter. Wird man damals guckt an, in was verstanden der Schiene in Chinuch, wird man damals sehen, anstatt der Ruf, aber soll sich stehen ohnmächtig.
Und die einzige Sache, was mir tut, auf Dinge noch ein Policeman, weil man hat kein Brille nicht. Und damals darf man nicht suchen, nächstes, was ich habe in dem Smart Boy oder in dem Smart Girl, wie kann ich sie sehen. Und wir wissen noch nicht, wo der Fund wird, wer wemmen. Wird es klicken und Tomer bekommen einen guten Ehrlich Dieb, wird der Schreiner das ankern der Konstitution. In der Schiene Archiv Beilet, als mit Ador lief nicht sehr. Allah es kam mit Deris lief nicht sehr. Seine Seidevater und Seidermutter, seine Gewärme Aminim, als sie da a Beire Eile, a de Welt nicht kein Hefke, Jesch Balabais lebira so. Danach ist es geworden, bis ich schon im Achrenis. Ich geworden als schwacher und schwacher, lese siebische Tiere, hatten gemusst ankommen zum Beisa Sefer. Es aber geworden in Beisa Sefer Meilim und Meilis, was Rubam Kikulo, seine geworden mal Minim, et bemeile hat das sie ja geworden verschrieben, nie geworden verschrieben, sie immer Spier geworden bei Han Hogosso, mal Spier geworden nechet bei die Bura. Als er dover apostet, man darf das gar nicht lernen als eine besondere Sache. Als er dort der Rebeste, bis wann ist das gekommen, die letzten Jahre Mamosch, seine Nusgestane Mahachsayich und Machrivayich und mit Machris gewählt. Als man da Fariswach Merachmon el-Islam, die Minien und Amuna von Beisa Sefer, was hat die ganze Chulm von der Tnue ist alt im ganzen etliche Jahr. In Bücher ist das gewesen geschrieben noch weiß wie viele Jahre zurück. Das hat nicht durchgenommen, aber dem Chinuch in Beisa Sefer, warum hat gehalten hat, dass Asamin Eiche sagt und Asamin Eiche gedeiht. Vechulhu, als sind Kinder seien noch zu klein. Und dass sie geworden in die 20 Jahre Gufe beifen der Heilige Misbarde, bis wann nicht komme, als ein nur gestanden, Marsayich und Machrivayich, nicht verbunden mit ihnen, behauptet von nicht jeden Punkt, als wie bei ihnen. Und was machen der von Gufe Agetschke? Was wird der Ihnen Scheelin Geherbe, mit Torsach zu einem Tonlin, und zu welchem wir darf sich buchen, und wir darf zu Makriv sein, Karbonis Bnei Yoda, nicht Makriv Deris von Kinder, sei Ingelach, sei Mädelach, von was für die Junge das soll nicht sein. Zu dem Melech, zu der Avedisore, am Tor nicht mechanisch sein, ein Kind, und der Monnene, als soll wissen sein, als do anei Medal Gabo, als do anei Reya, Wesen Shimas, Bechol Masecho, werden auch gezahlt werden. Voilà une leçon bien d'actualité et qui mériterait d'être diffusée très largement. Et donc, comme nous l'avons dit juste avant, nous avons ce soir un invité de marque, le Rav Eli Lemel, qu'il n'est bien entendu plus à présenter, mais qui, depuis la dernière fois qu'il est venu à Bet Rivka, a rajouté encore certaines cordes à son arc, qui, sans se lasser, sans cesse, sans arrêter de se fatiguer pour l'éducation de chaque enfant possible, essaye, transmet et est à la tête de plusieurs associations qui veillent à la protection de l'enfant, à faire en sorte que chaque enfant ait le droit à la protection et le droit à être surveillé et le droit à vivre en sécurité. Je vais bien entendu lui laisser la parole. Rav Eli Lemel, pour le thème, bien entendu, c'est deux voix, mais une seule et unique voix qui doivent s'exprimer au travers de l'enseignement et l'éducation des parents. Rav Eli Lemel.
faire un YouTube, ça me prend 5 minutes. C'est Khaval, il y a la moitié des gens qui viennent, ils sont tous les groupes. J'ai lui d'attendre 5 minutes, je lui dis. Erev Tov, bonsoir. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui voudraient d'ailleurs se connecter, il me semble, au cours, mais j'ai l'impression que le lien n'arrive pas à accepter plus de 100 participants. Je pense qu'au niveau technique, ils sont en train de… Non, oui, mais je ne sais pas s'ils ont réussi encore à régler ça. Est-ce que vous voulez qu'on se mette en YouTube? Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages, on n'arrive pas à se connecter. Alors, parce que je ne maîtrise pas l'aspect technique. Reb David. Alors, 2 minutes. Peut-être envoyer un jingle, une musique. Oui, exact. Si vous pouvez, parce que… Alors, OK. Éventuellement, passer sur notre room à nous qui peut accueillir 500 personnes. Donc, mettez un jingle, on règle ça j'interviens dans 2 minutes. Ça va être débloqué dans 2 minutes. OK, alors, musique. Bonsoir. Je voulais juste savoir si c'est bon, si l'animateur me donne la parole et si je peux démarrer ma conférence. Rav Lemel, c'est bon. Les gens ont pu se connecter et avec plaisir, vous pouvez commencer. Merci beaucoup et désolé pour ce contretemps. Aucun problème, aucun problème. Ce n'est pas moi qui vais apprendre
cet enseignement bien connu que là où il y a des difficultés, c'est qu'il y a un enjeu réel. Et l'enjeu, eh bien, c'est tout simplement qu'on allait pouvoir partager ensemble donc notre réflexion sur ce thème. Alors tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir permis de pouvoir échanger avec vous ce soir sur cette thématique, puisque c'est pour moi chaque fois un privilège de pouvoir intervenir sur ces sujets, et plus particulièrement dans l'univers de Beth Rivka et des institutions Chabad de manière générale, qui sont un exemple et une référence dans la notion de Messirut Nefesh, de don de soi, cette capacité de dépassement, cette capacité de ne pas voir dans la difficulté un frein, mais au contraire une proposition de grandir. D'ailleurs, et c'est mon introduction un petit peu au niveau de la paracha de cette semaine, eh bien, on voit très bien que cette semaine, la Torah nous apprend que en effet, lorsque Abraham, pardonnez-moi, je suis déjà Yaakov, lorsqu'Abraham s'est retrouvé face à ces individus qui étaient au loin dans le désert. Abraham, rappelons-nous, il était dans sa souffrance, il était le 3e jour après sa circoncision, il était quand même dans des moments difficiles, et il aurait pu prétexter la difficulté pour justifier de ne pas faire les choses. Eh bien, c'est exactement le contraire. C'est au passage, je pense, un des éléments très très forts de l'univers que le Rabbi a enseigné, c'est que la difficulté n'est jamais à utiliser pour ne pas faire ce que l'on doit faire, mais bien au contraire, c'est une proposition que l'on nous fait. Et donc, je vois dans cette petite difficulté technique, eh bien, exactement cela. Alors, ce soir, donc, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur deux parents, une seule voix. Alors, voix V-O-I-E, V-O-I-X, évidemment, cette réflexion, elle est fondatrice parce que dans le domaine de l'éducation, eh bien, les enfants, on les conçoit à deux, le créateur de l'univers est le 3e partenaire, comme disent nos maîtres, mais par la suite, eh bien, ce 3e partenaire qui est là à nos côtés à travers nos prières, à travers sa présence permanente, eh bien, attend de nous de voir comment est-ce que nous allons remplir cette mission fondamentale qui est de donner à un enfant la possibilité de s'épanouir, la possibilité de se construire, la possibilité de grandir et la possibilité surtout de devenir ce qu'il doit être. Rappelons-nous qu'en premier lieu, un des problèmes majeurs que nous avons en tant que parents, c'est que nous projetons en l'enfant nos propres désirs. Nous avons envie de voir à travers notre enfant notre propre histoire se réaliser. Souvent, nos parents nous voient en tant que porte-drapeau de leur propre histoire ou alors en tant que réparation de leur propre histoire. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux qui se passent lorsqu'un enfant arrive. Et, si vous le voulez bien, évidemment, nous allons donc commencer à voir nos textes pour voir est-ce qu'ils ouvrent cette réflexion sur cette notion de deux parents, une seule voix, V-O-I-E, V-O-I-X, avec bien sûr ce point d'interrogation. J'aimerais démarrer avec vous sur un texte que l'on a lu dans la Torah il y a déjà quelques mois, mais pas trop longtemps. C'est un texte dans lequel on nous relate une histoire qui est extrêmement surprenante. C'est celle du Ben Sorer Umoré. Alors, la traduction classique du mot Ben Sorer Umoré, c'est l'enfant dévoyé et rebelle. Alors, évidemment, cette histoire est très, très curieuse. Je vais vous rappeler, pour celles et ceux qui l'auraient peut-être éventuellement oublié ou qui ne le sauraient pas de quoi il s'agit. Il s'agit en effet d'un enfant, d'un garçon qui a pas loin de 13 ans. Il est très proche de ses 13 ans. Et puis, il commence à consommer de manière complètement inhabituelle de la viande, de boire du vin. Il est glouton, il est là, il n'arrive pas à s'arrêter. Un consommateur de viande et de vin, c'est très curieux. Et puis, ses parents viennent, le bloquent, essayent de lui dire stop. Et puis, non, pas du tout. Il ne veut pas s'arrêter. Et la Torah nous dit que cet enfant va être condamné. Il va être condamné à mort. Alors, évidemment, on saute en l'air en se disant, mais c'est quoi cette histoire ? Et lorsque vous regardez le Talmud, la Gemara, dans le traité de Sanhédrin, je crois que c'est page 71, eh bien, le Talmud sur place nous dit, je te rassure tout de suite, cette histoire n'a jamais existé et ne pourra jamais exister. Ah, curieux. Donc ça voudrait dire que la Torah nous parle d'une situation qui ne pourra jamais arriver, pourquoi pas d'ailleurs, et pourquoi est-ce qu'elle nous l'enseigne ? Et les maîtres du Talmud de nous dire Drosh vekabel srar, ce qui veut dire analyse et prend une récompense, entre guillemets, c'est-à-dire
ce texte-là doit être source d'enseignement et c'est ça que tu dois y chercher. Alors, on va essayer de voir en quoi, par rapport à notre sujet, ce texte peut-il être l'introduction à cette réflexion sur deux parents, une seule voix. Lorsque vous regardez les versets de la Torah, eh bien, lorsque ces parents viennent au tribunal pour parler de leur fils Sorer ou Moré, dévoyé rebelle, eh bien, ils vont utiliser une terminologie très curieuse. Ils vont dire « Enenu shomea bekolenu », il n'entend pas notre voix. Mais de manière très intéressante, au niveau grammatical, il manque la lettre Yud, et les maîtres du Talmud nous disent que oui, en effet, il n'entend pas notre voix commune. Mais notre voix commune, eh bien, ça va très loin, puisqu'on nous dit que si la voix du père et la voix de la mère ne sont pas totalement identiques, l'enfant ne peut être condamné. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ça ne peut pas exister. Traduction, la Torah nous dit « cet enfant peut être condamné, mais attention, il doit y avoir une condition minimum préalable. C'est que lorsque le père parle ou la mère parle, lorsque la mère parle ou le père parle, l'enfant, s'il a les yeux fermés, ne peut pas faire de distinction. Ça veut dire que ce n'est pas juste les mots qui sont identiques, mais même la tonalité de la voix. En deux mots, la mère doit être baryton ou le père castrat, chose qui n'est pas possible. Car en effet, vous n'aurez pas dans l'univers un couple dans lequel la voix, le ton de la voix du père et de la mère sont identiques. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, le Talmud nous dit, ce cas-là ne peut pas exister. Mais, si le ton de la voix du père et de la mère aurait été totalement identique, alors là, oui, il est condamné. Première remarque, on y revient dans un instant. Seconde chose qui est très intéressante, c'est que vous allez constater que lorsque le texte de la Torah nous parle de cette histoire, eh bien, il nous dit que son père et sa mère viennent. Vetav subo aviv veimo. Son père et sa mère. Pardonnez-moi, mais pourquoi il n'y a pas marqué ses parents? Vous constaterez que dans le texte de la Torah, on ne retrouve jamais ces mots qui veulent dire parents. Parents, c'est horim. Horim, ce n'est pas marqué. Il y a av, av, le père, la mère, le père, mais le concept de parent n'est pas exprimé à l'intérieur du texte. Et c'est intéressant, parce que la Torah, au fond, est en train de nous dire ici une première chose qui est fondamentale. C'est qu'il y a en effet un père, une mère, un père. Il y a deux êtres qui sont radicalement différents à la base. C'est comme cela que ça se passe. Ça, c'est le point de départ. Seconde chose, un enfant ne pourrait être condamné que dans la mesure où le père et la mère ont une voix identique. Et le texte nous dit, ça n'existe pas. Traduction, on ne peut imaginer une uniformité de langage entre le père et la mère. Évidemment, au niveau des termes utilisés, c'est du domaine de l'évidence, mais de manière plus vaste, il n'y a pas en effet un père et une mère qui peuvent avoir une parole identique dans le domaine de la relation à l'enfant et dans le domaine de l'éducation. C'est du domaine de l'impossible. Alors évidemment, à partir de là, quel est l'enjeu et quelles vont être les difficultés auxquelles on va se trouver confronté? C'est sur cela qu'on va essayer maintenant de réfléchir ensemble. En amont de l'enfant, bien sûr, que se passe-t-il? Il se passe d'abord une histoire qui s'appelle une histoire de couple. Et on ne peut pas, à un moment, ne pas en parler quelques instants. L'histoire d'un couple, c'est quoi au fond à la base? C'est l'histoire de deux êtres qui arrivent avec deux histoires et qui ensemble vont devoir construire une histoire commune.
Et évidemment, lorsque vous venez d'une histoire et votre conjoint vient d'une histoire, chacun a une certaine vision de la manière dont les choses doivent fonctionner dans l'existence. Vous savez, le Talmud nous dit quelque chose de très intéressant. Le Talmud nous dit, au fond, le meilleur conjoint, c'est celui qui est né dans ta rue. Vous allez dire, c'est curieux. Bon, j'habite au numéro 126, je vais voir qui est au numéro 128. Qu'est-ce que nos maîtres veulent dire? Ils disent, évidemment, tu peux te marier aussi avec quelqu'un qui n'a pas vécu dans ta rue. Mais si tu réfléchis à la base, plus les deux histoires ont été communes, mieux les choses se passeront dans le sens où nous avons les mêmes références, nous avons grandi dans le même univers, nous avons les mêmes points de repère. Après, évidemment, il y aura la notion de spécificité de chacune et de chacun d'entre nous, mais déjà avoir une histoire commune est quelque chose quand même d'extrêmement positif dans la construction du couple, mais de manière générale, ce n'est pas ce qu'on va retrouver. Et donc, évidemment, une histoire de couple qui est le préambule à une histoire d'éducation, c'est un préambule, c'est un travail sur ce que j'appellerais les conflits de loyauté, c'est-à-dire sur le fait que j'ai envie de reproduire dans mon histoire de couple, et par la suite, évidemment, et on va y arriver dans quelques instants, dans l'univers de l'éducation, le modèle que j'ai reçu, de la même manière qu'elle a envie de reproduire le modèle qu'elle a reçu. Et c'est normal. Nous avons toutes et tous envie de valider les univers dans lesquels nous avons grandi à travers la reproduction des modèles de fonctionnement. Ça fait partie au fond de notre nature profonde. Et dans le couple, ça peut être le premier problème, la première difficulté. Être capable, en effet, d'inscrire de manière claire cette idée. Nous avons deux histoires, nous sommes donc évidemment obligés à un moment de trahir un peu notre histoire à chacun pour créer une histoire commune. Alors, avant de continuer sur cette notion-là, on me rappelle que ce cours est fait pour la refoua shlema de Yosef ben Batsheva, de Chani bat Sipora, de Esther bat Taïta et de Yehudit bat Kamcha, et que Akadosh Baruch Hu leur envoie une refoua shlema gemoura rapide pour eux et pour tous les malades du clan d'Israël. Je ferme cette parenthèse qui était évidemment extrêmement importante et nous continuons. Alors, évidemment que dans l'histoire du couple, on a dû apprendre à trahir nos modèles. À trahir en sachant jusqu'à où. Évidemment, il y a des choses qui sont fondatrices qu'on ne peut pas mettre de côté. D'accord? Il y a des choses qui sont fondamentales et qu'on ne peut pas mettre de côté, sinon on invalide notre propre histoire. Mais ça, c'est déjà un deuxième problème. Ça, on le verra, c'est beaucoup plus dans le domaine de la religion. Où à un moment, on ne peut pas aussi, au nom du couple, mettre de côté quelque chose qui est fondamental et qui nous rattache à toute une histoire et à tout un passé. Sinon, après, c'est open bar dans tous les domaines. Je ferme cette parenthèse et je reviens à la problématique du couple beaucoup plus classique, c'est-à-dire, chez moi à la maison, mon père se comportait comme ça, chez moi à la maison, ma mère se comportait comme ça, mais ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Bon, ok, d'accord. Évidemment que cet enjeu-là, nous allons le retrouver aussi dans l'univers de l'éducation. C'est-à-dire dans le choix des modèles éducatifs qui, évidemment, ne seront pas identiques de l'un et de l'autre. Nous n'aurons pas, en effet, les mêmes modèles. Je prends des exemples tout bêtes. Vous savez, j'adore dans les exemples que je donne, prendre des exemples que j'appelle toujours gros sabots. Et puis, je vous fais confiance pour savoir les retravailler. Les exemples gros sabots, pour ça, c'est tout simplement un truc tout bête. Alors, je donne un exemple très simple. Imaginons, nous partons au jardin d'acclimatation. Allez, c'est quelque chose de banal, c'est de simple. On va, les enfants, on sort au jardin d'acclimatation. Moi personnellement, je considère que là-bas, il y a plein de jeux payants. Attention, j'ai de quoi acheter tous les jeux, aucun problème, 50 tickets, 100 tickets, il n'y a pas de problème d'argent. Tout va bien. Amen, Kenny Ratson pour tout le monde. Pas de problème d'argent. Mais
Je considère qu'il est important que l'enfant réussisse à, par exemple, prendre de la distance et à gérer ses désirs de jouer avec des jeux payants. D'accord? Imaginons. D'accord? Imaginons cela. Mais mon conjoint pense qu'au contraire, face à des jeux payants, il faut que les enfants ne soient pas frustrés. Parce que sinon, ils vont croire qu'il y a une frustration, qu'on ne veut pas, qu'on veut les embêter, etc., etc. Les deux visions sont intéressantes. Travailler sur les problématiques de frustration dans un sens comme dans un autre. C'est un exemple tout bête. Mais dans cette histoire-là, on fait quoi? Et je vais plus loin. Si en effet, moi-même, en tant qu'enfant, eh bien, j'ai eu l'impression d'être frustré en ne pouvant pas accéder à des jeux payants, je risque inconsciemment de vouloir réparer ma propre histoire en faisant accéder mes enfants à cette histoire. On fait quoi? Et j'ai envie de commencer par cet exemple tout simple et tout bête, pour montrer que sur des choses qui sont extrêmement banales, il y a d'autres choses qui se jouent. Alors, sur la base de cela, on va d'abord, si ça ne vous dérange pas, s'interroger. Qu'est-ce qui fait que lorsque l'on est en désaccord, dans une démarche éducative ou sur d'autres domaines, les choses peuvent générer un conflit ou une difficulté? Au fond, pourquoi? Nous savons très bien que nous aurons des visions différentes. Et venez, j'en viens d'en donner un exemple tout simple. Comment fait-on pour que lorsque nous nous retrouvons avec deux visions différentes par rapport à un point déterminé, comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire en telle sorte que ce point de divergence ne soit pas générateur de conflits et de crises à l'intérieur du couple? Ça, c'est déjà mon préambule. Donc, je répète. Point de départ, chacun sa propre histoire, les conflits de loyauté, c'est normal. Point 1. C'est valable dans le couple, ça sera valable dans l'éducation. Ça, c'est le point de départ. Évidemment, nous aurons sur énormément de domaines des visions différentes. C'est normal, c'est évident. Point numéro 3 qu'on va essayer d'aborder. Comment fait-on à la base pour que ces points de divergence ne génèrent pas un conflit avec tout ce qui va se passer derrière? Et la question, elle est la suivante. Elle est de savoir, est-ce qu'on ne risque pas d'instrumentaliser notre divergence par rapport à une problématique autre? Je m'explique. Dans la vie, les désaccords existent et c'est normal. Et j'espère bien. Tu veux bleu, je veux vert, tu veux aller à droite, je veux aller à gauche, je préfère une pizza, tu préfères un steak, on va en vacances ici, mais je pense que ça serait mieux d'aller ici, etc., etc. C'est normal. Normal, évidemment, nous sommes deux êtres différents. Donc, dans le couple, donc dans l'éducation, divergence. La question qu'on doit se poser lorsque l'on n'est pas d'accord sur un sujet, elle est la suivante. Quel est l'enjeu de notre divergence? Est-ce que c'est le sujet ou c'est autre chose? Traduction. Est-ce que j'ai besoin d'avoir raison ou j'ai envie tout simplement de partager avec toi mon opinion et d'arriver à une conclusion? Alors, la plupart du temps, vous allez constater que nous avons besoin d'avoir raison. Parce qu'en ayant raison, nous prenons une place dans la relation. La manière numéro 1 de faire en telle sorte que les visions différentes que l'on peut avoir dans le domaine éducatif ne génèrent pas un conflit au niveau parental, c'est d'abord de s'interroger sur l'enjeu de cette différence. Quel est l'enjeu? Où se situe l'enjeu? Est-ce que c'est sur le sujet? Est-ce que notre vrai problème, c'est de savoir si c'est une pizza ou un steak, ou si on est dans une école A ou dans une école B, et c'est ça le problème et rien d'autre? Et dans ce cas-là, ça ne me dérange pas d'avoir raison ou tort, puisque ça n'aura aucune dimension signifiante, ça ne voudra rien dire. Je serais arrivé à la conclusion que tu avais raison et que j'avais tort, ou que j'avais raison et que tu avais tort, c'est pas grave. Ou alors, je veux avoir raison, j'ai besoin d'avoir raison, parce qu'à travers cela, je prends une place à l'intérieur de la relation. Et vous le voyez de manière très intéressante dans les conflits, par exemple en entreprise. Certaines personnes se battent pour imposer leur point de vue. Non pas parce que pour elles, c'est fondamental que l'idée A soit acceptée, mais il faut que ça soit leur idée qui soit acceptée.
c'est mon idée, parce qu'à travers le fait que tu acceptes mon idée, alors tu es en train de me signifier que j'ai une place et je prends une place à l'intérieur du système. Mais si vous avez déjà votre place, vous n'avez pas besoin de la prendre. Donc l'enjeu du conflit, c'est le sujet et ce n'est pas moi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre travail de couple, il est de savoir si l'autre a la place qu'il a besoin d'avoir. Dans la mesure où l'autre sait qu'il occupe sa place, nos divergences ne généreront pas des conflits et tout ce qui peut aller derrière. Le premier travail, j'ai l'impression en tout cas, dans l'univers de l'éducation, c'est de faire en telle sorte que l'enjeu des divergences soit le sujet et non pas l'individu. Et donc, pour que l'enjeu soit exclusivement le sujet, il faut faire en telle sorte que ça ne me dérange pas, ça ne te dérange pas d'avoir tort dès lors qu'on a réussi à arriver à une conclusion, parce que quelque part, ça ne signifie rien au niveau de la place que j'occupe, parce que j'ai une place dans cette famille. Et notre travail, c'est peut-être de s'interroger, est-ce que mon conjoint a conscience de la place qui est la sienne? Est-ce que mon conjoint sait qu'il représente quelque chose et qu'il a une valeur en tant que tel? Je lui donne du poids, il représente quelque chose, il a une place. Comme dans une structure, dans une société, mes collaborateurs savent-ils qu'ils sont super importants. Et donc, si un, à un moment, a une idée qui est repoussée, ça ne signifie rien au niveau de la place et de la valeur qu'il a. Et vous le savez très bien que l'enjeu dans la famille, ça sera aussi de donner à chacun sa place et que chacun ait conscience qu'il a une place et qu'il n'a pas besoin d'avoir raison par rapport à d'autres pour se sentir exister. Parce que c'est le préambule ici au travail que l'on devra faire par la suite pour les problématiques de conflit entre les enfants. Vous avez des enfants qui ne lâchent rien, mais parfois ils lâchent rien parce que pour eux, s'ils lâchent, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Or, dans le système de la fratrie, j'ai besoin de savoir que j'existe. Divergence, oui. Conflit, non. L'enjeu, c'est le sujet, ce n'est pas l'individu. Pour que l'enjeu soit le sujet, pas l'individu, le premier travail que nous devons faire en tant que couple, c'est de se dire, est-ce que l'autre a conscience qu'il a une place? Est-ce qu'il le ressent? Est-ce qu'il le vit intérieurement? Est-ce que je le lui signifie de différentes manières pour que les désaccords ne soient pas quelque chose qui ait une dimension signifiante qui va au-delà du sujet? Ça, c'est le point numéro 1. Et au passage, on risque parfois de tenir notre point de vue. Non, il faut faire comme si, non, il faut faire comme si, mais je te dis. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai raison par rapport à toi. Et l'enfant sent qu'au fond, il est instrumentalisé parce qu'on s'en moque presque de l'enfant ici. Ce qu'il faut, c'est que ce que j'ai décidé par rapport à ce sujet d'éducation soit accepté. Et au passage, on en parlera tout à l'heure, souvent, si l'enjeu se situe aussi dans une démarche de religion, on peut utiliser le religieux pour pouvoir prendre une place par rapport à l'autre. Mais ça, on y reviendra si vous le voulez, par la suite. À partir de là, une fois que ce point de départ a été posé, on va essayer de réfléchir à deux sur, au fond, c'est quoi une démarche éducative? Et s'interroger sur quel est notre objectif et avons-nous un objectif commun? Et là, c'est là où ça devient intéressant. C'est quoi un objectif commun dans le domaine de l'éducation? Alors, il y a bien sûr, c'est beaucoup de couples qui se marient. Et puis, quand arrivent les enfants, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et vous leur dites, dites-moi, juste comme ça, au passage, vous avez parlé de l'éducation des enfants par la suite? Vous avez réfléchi? C'est comme dans les problématiques de couple mixte, etc. Non, tout va bien. Non, mais il sera juif, il ne sera pas juif, tu vas me mettre dans... C'est quoi qu'on... Ah, on n'y avait pas pensé. Et oh, mon frère, tu te maries, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment,
c'est quoi notre objectif commun? C'est ça la question qui doit se poser. C'est quoi notre objectif commun par rapport à cet enfant en devenir ou cet enfant ou ces enfants qui sont là? Et alors, regardez, c'est très intéressant parce que souvent, quand les gens vous disent alors, c'est quoi votre objectif? Ils vous disent des choses super banales. Oui, bon élève, nanani, nanana. Super, on est tous d'accord. On a tous envie d'une vie avec un conjoint qu'on aime, avec des enfants qui sont super, avec une bonne parnassa et que tout se passe bien. Et amen, ouais, super. Ça, c'est hop là, génial. Ça, c'est la petite maison dans la prairie. Au fait, au passage, ça, c'est pas un objectif, c'est un cadre. C'est un cadre. Parce que ça, c'est juste un cadre. La maison, la famille, tout ça, c'est un cadre. On veut tous le même cadre. Hein? Y a-t-il une personne qui n'a pas envie d'avoir une maison sympathique, un conjoint agréable, des enfants super et de quoi vivre tranquillement et d'aider les autres? Tout le monde veut. Donc ça, c'est le cadre qu'on a tous envie. Ben, maintenant, une fois que tu as le cadre, tu fais quoi dedans? C'est quoi ton objectif maintenant dans ce cadre-là? Le cadre n'est pas la finalité. Le cadre, c'est un lieu dans lequel tu vas t'interroger sur c'est quoi la finalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'objectif, évidemment, notre objectif, c'est de donner aux enfants les moyens de devenir eux-mêmes. Évidemment, c'est la base. Mais devenir soi, c'est développer en effet des potentialités qui nous sont particulières à chacune et à chacun. Et peut-être qu'en tant que parent, notre objectif premier, et on n'y réfléchit pas souvent, c'est sur ce qui va être l'élément essentiel dans la construction de la vie d'un enfant, qui va lui permettre par la suite de devenir un adulte épanoui, c'est-à-dire de travailler sur l'univers de son équilibre et sur le monde de ses midotes, de ses traits de caractère. Parce que les traits de caractère, une fois que vous les avez acquis, pour pouvoir les changer, c'est relativement complexe. On peut le faire, mais plus tôt on commence, mieux on se porte. Et évidemment, l'accès au savoir, c'est aussi quelque chose qui est lié à des traits de caractère. Travailler sur l'ordre, travailler sur la rigueur, travailler sur la constance, travailler sur l'effort, travailler sur l'écoute. Toutes ces choses-là sont les premiers objectifs communs sur lesquels on ne peut pas ne pas être d'accord. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'à la base, les premiers objectifs au niveau de l'éducation sont des objectifs de construction de l'enfant et de travail par rapport à des choses qui sont fondamentales au niveau de sa particularité d'être humain qui s'exprime à travers un modèle de fonctionnement dans la vie et non pas l'acquisition d'un savoir et d'une connaissance qui vont arriver à un moment, mais qui ne sont pas au cœur même de ce qui définit l'humain. Rappelons-nous que les maîtres du Talmud, à un moment, nous parlent de cet individu qui a un savoir, mais qui n'est pas capable de le faire exister de manière concrète, et qui nous disent sur cette personne qu'il est un Hammor Nosesfarim, un âne qui porte des livres. Plus que cela, nos maîtres ont des paroles très très dures sur quelqu'un qui a un savoir et qui a un comportement humain inadéquat. On dit bien sur ce type de personnage, Nevela Tova Emenu, que un animal qui est en train de pourrir dans des champs a plus de valeur que lui. Vous imaginez un petit peu, les Chachamim, nos maîtres, n'ont pas été dans la dentelle. Le Gaon Vilna, entre autres, et d'autres nous disent bien que la finalité de tout être, c'est de se transformer au niveau de ses traits de caractère. Et sur cela, eh bien, réfléchissons au fond, si c'est peut-être notre objectif commun. C'est-à-dire notre objectif commun, comment inscrire chez l'enfant l'importance des traits de caractère positifs. Et sur cela, évidemment, notre démarche en tant que parent peut être commune, si tant est que cette idée-là fasse partie de notre propre existence, puisque au fond, le travail sur ces traits de caractère, savoir céder, ne pas se mettre en colère, relativiser les choses et tout ce qui va autour de cela, va être évidemment quelque chose qui va prendre sa racine dans le regard que nos enfants porteront sur nous. Et j'ai envie de dire que deux parents, une seule voix. La première voix VOI-VOIX commune que les enfants vont percevoir sera le modèle de fonctionnement que nous avons dans ce domaine commun à toutes et à tous, et plus particulièrement à nous en tant que parents, qui est la manière dont nous fonctionnons dans la relation à l'autre. Et sur cela, en effet, évidemment, nous pouvons tendre vers la même chose. Nos manières de fonctionner ne seront pas les mêmes, mais évidemment, le principe
sera identique. Ça va être quelque chose, je pense, sur lequel on peut vraiment faire un travail colossal. C'est-à-dire, on peut parfaitement, en effet, en tant que couple, s'interroger, se dire, mais au fond, notre objectif commun, il est au niveau de la construction de l'être. Et ça commence très tôt. D'un enfant qui est là, lui apprendre à gérer ses frustrations, lui apprendre à partager, lui apprendre à être à l'écoute. C'est-à-dire travailler en premier lieu sur le monde des midotes. Vous savez, vous constaterez que des savants et des sages, enfin des individus qui ont des connaissances dans le peuple juif, il y en a beaucoup. Mais des personnes qui émergent et qui deviennent ce qu'on appelle les leaders du peuple d'Israël, ceux qui deviennent nos références, vous constaterez qu'ils ont un point commun. En dehors de connaissances, c'est quoi? C'est leur manière d'être dans la relation à l'autre. Une forme d'excellence dans un comportement au quotidien, dans la relation à l'autre. Et c'est cela qui peut être justement la voie commune que l'on peut désirer avoir et mettre en place au niveau de l'éducation. Évidemment, tout cela nécessite déjà un premier travail, comme on l'a vu au niveau du couple, et de s'interroger. Et ce soir, ce n'est pas une thématique de couple que je veux développer, c'est avant tout d'éducation. Mais je sens et j'entends déjà dans ce qui n'est pas dit, oui, mais comment on fait quand son mari est nerveux, quand notre femme est nerveuse, quand l'autre ceci. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais ce soir, on est en train de réfléchir pour ça, comment on fait dans cet enjeu éducatif par rapport à cela. À partir du moment où on a défini cet objectif commun, et on se pose au passage, vous savez, l'enfant est ce que j'appellerais un accélérateur de communication, parce qu'il nous oblige à communiquer, il nous oblige à nous parler. Et c'est ça qui est génial. L'enfant est un accélérateur de communication dans un couple. Et au fond, c'est top parce qu'on se pose et on réfléchit, mais attention, le propre du juif, c'est de vivre le chatrila et pas bediavad. Le chatrila, ça veut dire a priori et non pas bediavad a posteriori. On n'est pas là pour commencer à communiquer pour être dans des gestions de situation, mais on est là pour communiquer en amont. En amont. Avant. C'est cette fameuse histoire de cet homme qui est venu chez le Chazon Ish. Le Chazon Ish a été un des maîtres les plus prestigieux du peuple d'Israël. Et le Chazon Ish, quelqu'un est venu lui poser un jour la question, il lui a dit au niveau de l'éducation des enfants, voilà, je voulais vous demander, le Chazon Ish lui a dit quoi, ils sont déjà là? Il dit oui, il y a 20 ans que tu as dû venir me voir. Au moment où il y avait un travail qui devait se faire sur toi. Donc, évidemment, de la même manière, quand les enfants sont là, bon, on n'a peut-être pas encore fait notre travail sur nous-mêmes, mais n'attendons pas les difficultés pour commencer à échanger. N'attendons pas que l'enfant ait déjà un portable en train de faire tout et n'importe quoi avec pour se dire comment on gère. Travaille en amont. En amont, c'est quand il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour que cet enfant ne soit pas trop en contact avec les écrans et qu'il voit que dans la vie, on peut jouer autrement et qu'il a des parents avec lesquels il peut communiquer. D'un enfant qui apprend à voir le bonheur du livre, qui apprend à voir le bonheur de quelque chose qu'il crée, dans lequel il fait émerger quelque chose. D'un enfant qui apprend à gérer ses frustrations et qu'on lui dit c'est pas parce que tout le monde a que tu dois voir nécessairement. Ça commence quand? Ça commence pas à 12 ans. À 12 ans, c'est quasiment impossible. C'est dans le domaine du jouable, mais c'est complexe. Déjà en avant. Parce qu'on sait qu'il va se trouver confronté à ça, parce qu'on sait qu'un jour il va se retrouver dans cet univers, parce qu'on sait que le portable sera là, parce qu'on sait que les autres seront là. Alors, c'est quoi notre travail maintenant? De lui donner une identité forte, d'avoir conscience qu'en vérité, il a beaucoup de choses et qu'il ait du plaisir avec ce qu'il est, que pour lui, la Torah soit symbole de joie, de bonheur et de bien-être et non pas de choses pesantes et lourdes, que pour lui, le Shabbat ne soit pas le souvenir de tablés interminables dans lequel il se fait interroger, dans lequel il y a des tensions, mais au contraire, un univers de joie. Et ça se construit. Hein. Alors, certaines personnes vont se dire, oui, non, mais chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez raison, chez tout le monde, ça s'est passé un jour comme ça. Bienvenue au club. Bienvenue au club des gens normaux, quoi, dans lequel à table de Shabbat, il y a des disputes, il y a des Baruch Hashem, tout va bien. Mais notre travail à nous, c'est justement de travailler le maximum en amont. De travailler en amont et de réfléchir avant par rapport à ces objectifs communs et surtout ces domaines-là. Alors, évidemment qu'à partir de cela, on a une réflexion à voir qui va être la suivante. C'est que cette réflexion sur l'objectif commun, elle a été posée. Maintenant, évidemment, nous avons des situations dans lesquelles nous pouvons ne pas être d'accord. Et à ce moment-là, évidemment, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions, et il va falloir à un moment mettre de côté un avis A pour prendre l'avis B, c'est-à-dire, ok, on va suivre ce que tu dis, ou alors on va prendre la posture que tu dis,
Et c'est là où, en effet, va intervenir quelque chose de capital. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la solidarité du couple. La solidarité du couple, c'est être à côté de l'autre, même lorsque celui-ci a émis une idée que l'on ne partage pas, et que cette idée a été acceptée par nous, et que nous nous rendons compte que ce n'était pas la bonne idée, que ce n'était pas comme cela qu'on devait faire. Et je prends des exemples bêtes. On est en voiture, on est perdu dans la campagne, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, mais je te dis à droite, mais je te dis à gauche, allez, c'est bon, on va aller à droite. Et puis après, c'était pas du tout ça. Mais je t'avais dit, solidarité du couple. Pourquoi? Première raison, c'est que lorsqu'on s'est trompé et qu'on a amené l'autre dans une direction et qu'on se rend compte que ce n'était pas la bonne, et que l'autre a l'élégance de ne pas utiliser cela pour nous tirer dessus, je vous rassure, ça renforce le lien. Merci d'avoir l'élégance de savoir ne pas instrumentaliser mon erreur pour me tirer vers le bas. Et je suis assez grand pour me rendre compte que je me suis trompé. C'est quand quelqu'un dit « mais va à droite, on va arriver sur la route » et on arrive et c'est un cul-de-sac, tu n'as pas besoin de dire à l'autre « tu as vu que tu t'es trompé ». Il est au courant. Il est au courant, hein, vous n'avez pas besoin de lui dire. C'est comme un enfant, il prend une assiette, il la jette par terre. Tu as fait une bêtise. Mazal tov, je ne suis pas au courant. Je fais juste une parenthèse. Ce n'est pas la peine de dire à quelqu'un quelque chose qu'il sait. Et surtout pas dans le domaine des bêtises. Mais tu as vu ce que tu as fait, c'est très pas bien. Ben ouais, je sais. Évidemment que je le sais. Interroge pas pourquoi je l'ai fait. Ça serait plus intéressant. Donc, je reviens. La solidarité du couple va être un élément fondateur. C'est quoi la solidarité du couple? C'est être capable, lorsqu'à un moment nous avons suivi une direction qui n'était pas celle que nous avions envie de prendre, mais nous avons décidé que nous allions être à l'écoute de la parole de notre conjoint, d'être dedans totalement, de jouer le jeu jusqu'au bout. Et si à un moment on se rend compte que ce n'était pas la bonne solution, d'être capable de dire à l'autre, eh bien ça fait partie de la vie. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Évidemment, ça nous permet par la suite de repenser le pourquoi du choix de cette solution A ou B. Lorsque nous sommes face à des questions fondatrices, dans des domaines fondamentaux, ce qui va être intéressant, c'est de réussir à amener l'autre à s'interroger sur le pourquoi de son choix éducatif. Et souvent, on va se rendre compte, et je reviens à un exemple que j'avais dit au début, que derrière le choix éducatif que je veux avoir dans un sens ou dans un autre, souvent, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très simple. C'est que je veux faire passer mon histoire dans l'histoire des enfants. Et ça peut être très intéressant de s'interroger à deux là-dessus, de se dire, mais au fond, quand tu veux absolument leur payer tous les jeux, est-ce que ce n'est pas une manière pour toi de te venger de ce passé dans lequel tu n'y avais pas accès? Et je peux l'entendre, et c'est normal, et tout va bien, et tu es un être normal d'avoir envie de donner à tes enfants ce que tu aurais rêvé avoir et que tu n'as pas eu. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment la bonne chose pour eux ou pas? Et si pour toi c'est très important parce que ça peut opérer une réparation, why not? Pourquoi pas? Bien sûr, si c'est dans le domaine de l'acceptable. Et c'est intéressant parce que, au fond, ce qui nous permet de construire, surtout dans le domaine de l'éducation, c'est d'apprendre à nous interroger nous-mêmes sur le pourquoi des choix que nous sommes en train de faire. Mais pourquoi je pense cela? Pourquoi je décide que c'est cela la bonne chose? Parce que tout le monde fait comme cela? Pourquoi j'ai peur d'être perçu différent parce qu'à un moment, j'oriente ma direction éducative légèrement différemment? Quel est le poids qu'occupe le poids du regard des autres à l'intérieur de notre démarche éducative? Bien sûr, nous vivons toutes et tous dans un environnement social. Et donc, évidemment, il y a certaines choses que l'on fait parce que ça se fait. Mais il y a des limites. Il y a des limites. À un moment, on ne peut pas, au nom de la pression sociale, amener nos enfants dans des univers dans lesquels ils ne s'épanouiront pas. Il faut quand même ne pas sacrifier l'essentiel sur l'autel de la pression sociale.
Et sacrifier l'essentiel sur l'autel de la pression sociale, c'est sacrifier l'équilibre et le bien-être de l'enfant. Et sur cela, il y a lieu de réfléchir ensemble. C'est-à-dire, on n'est jamais dans des modèles d'accusation. Ouais, tu fais ça parce que c'est la pression des autres et parce que tu veux et tu as peur. Il faut dire à l'autre, j'ai l'impression, mais c'est une impression, je me trompe peut-être. Donc toujours, j'ai l'impression que ici, peut-être c'est un problème de ce type. Qu'en penses-tu? Comment vois-tu les choses? Et à partir de cela, c'est des modèles de communication parce que ne décidez pas à la place de l'autre quelles sont les raisons pour lesquelles il agit de telle ou telle manière. Quand quelqu'un vous dit, oui, en vérité, tu fais ça parce que ceci, cela, vous le regardez, vous dites non. Et pour une raison très simple, c'est que tu n'es pas dans ma tête. Tu n'es pas dans ma tête. Et tu ne peux pas décider à ma place la raison pour laquelle je pense telle et telle chose. Tu as peut-être raison, ce n'est pas impossible. Mais cette forme d'affirmation dans laquelle on sait très bien ce que, il faut faire très attention, on est tous tombés dans le piège. Moi, en tête, je vous garantis tout de suite. Baruch Hashem, bienvenue au club des gens normaux. Nous sommes des gens normaux. C'est comme les gens après la bar mitzvah qui disent « Ah, le gosse, il était à la bar mitzvah, génial. » Et puis après la bar mitzvah, Mazel tov, bienvenue au club. Bienvenue au club. Le problème, c'est que vous savez, souvent, on est persuadé que chez les autres, c'est « Waouh !» C'est peut-être pas si sûr. On est tous confrontés à un moment ou à un autre à la même problématique. C'est normal, c'est ça la vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment utiliser. Et j'ai dit, l'enfant, c'est un accélérateur de communication. C'est-à-dire que si on le voit en tant que tel, il va nous obliger à nous interroger l'un l'autre et à nous interroger nous-mêmes. Donc, solidarité du couple. Cette solidarité du couple, elle est fondamentale parce que quand vous sentez que l'autre n'exploitera pas votre point de vue quand vous vous êtes trompé, vous vous sentez beaucoup mieux dans la relation. Et quand vous avez l'élégance de ne pas dire à l'autre « je t'avais bien dit », et attention, il ne s'agit pas juste de le dire avec les mots. Parfois, c'est « d'accord ». Vous connaissez ce genre de truc. Non, je dis rien, mais la manière dont je fonctionne, telle que tu me vois, ça veut tout dire. D'accord? Non, c'est pas grave. Genre. D'accord? Soyons un tout petit peu honnêtes et authentiques dans ce genre de choses. La solidarité du couple, elle est fondamentale. On a pris une direction, on y va ensemble. Et on se bat jusqu'au bout. Ah, on arrive après, c'était une impasse. Ok, ça fait partie de la vie. Et justement, utilisons cet échec pour pouvoir réfléchir maintenant comment est-ce qu'on peut réorienter les choses. Alors, évidemment que dans ce cas-là, nos enfants peuvent devenir vecteurs d'union. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous permettre justement de nous sentir proches l'un de l'autre parce qu'on se sent solidaires, parce que l'autre me suit dans la direction qui est la mienne, même s'il pense différemment. C'est-à-dire, écoute, alors il y a maintenant parfois des sujets sur lesquels c'est des enjeux beaucoup plus importants. Comment est-ce qu'on fait? Et rappelons-nous, Yavo Hashlishi Veyachriya Benem, le tiers, le troisième viendra et il arrivera à régler les choses entre eux. Traduction. Le tiers, ça peut être un rave, ça peut être quelqu'un d'autre, qui va peut-être parfois nous donner un éclairage que l'on n'a pas eu par rapport à un sujet déterminé. Ce n'est pas quelqu'un qui pense à votre place, ce n'est pas quelqu'un qui décide à votre place. Quand on a un maître, un rabbi, etc., où il y a d'autres dimensions qui s'inscrivent, ça obéit déjà à d'autres univers. Évidemment, et pour ça, c'est à chacun de savoir si vraiment il est mokouchar, il est vraiment lié, ou s'il demande juste au rav de penser à sa place parce que c'est beaucoup plus agréable de voir quelqu'un qui pense à votre place. Et si ça ne marche pas, se dire c'est de sa faute, ce n'est pas la mienne. C'est tellement agréable comme ça, c'est lui qui a tout sur la tête. Mais néanmoins, parfois, on peut aller ensemble. Mais c'est un vrai ensemble. C'est-à-dire, comme un couple qui a une difficulté, qui va voir un tiers qui dit « nous avons un problème ». Quand un couple vient vous voir et vous dit « nous avons un problème », c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que le couple se voit en tant que couple, nous avons une difficulté, on a besoin d'être aidé. Et donc, quand on dit « nous avons un problème », c'est que sur tel sujet, nous avons des opinions divergentes. Sur des sujets fondateurs, on peut avoir un tiers qui peut nous éclairer à travers une vision ou un questionnement qui n'est pas là pour prendre les décisions à notre place. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et à partir de là, nous décidons, après avoir entendu une tierce voix, de prendre notre décision ensemble. Ça, c'est donc cet autre point. Maintenant, encore 2-3 notions, et puis après, on va conclure. Et je ne sais pas s'il est prévu qu'il y ait une partie question ou pas, donc ça sera aux animateurs de me le dire. Maintenant, évidemment, s'il y a un point sur lequel
il faudrait qu'on essaye de réfléchir, c'est que on est quand même un homme et une femme. Et un homme et une femme, c'est quand même très différent. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que le féminin, en hébreu, se dit nekeva. Nekeva, c'est quoi? Ça vient de la racine nekev. Nekev, c'est une ouverture. Le propre de la femme, c'est d'être capable d'ouvrir. Et non seulement d'ouvrir, mais de penser au-delà de l'instant présent et de savoir agir maintenant par rapport à un futur qui n'est pas encore visible. Et je m'explique. Une femme fait l'expérience de la maternité, pas l'homme, qu'on le veuille ou pas. Même si aujourd'hui on prône l'égalité, ce que vous voulez, non, c'est la femme qui portera l'enfant. Et une femme, lorsqu'elle porte un enfant, elle est capable de vivre quelque chose dont elle verra l'aboutissement dans plusieurs mois. Et plus que cela, elle est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette personne-là, eh bien, qui est à nos côtés, qui est notre épouse, elle a cette capacité de se dire « j'agis maintenant » par rapport à quelque chose qui va arriver par la suite. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle va faire attention à ce qu'elle mange, parce que même s'il n'y a pas d'incidence immédiate, mais elle sait très bien que ça va avoir une incidence par la suite. Donc, une femme, elle ouvre. Elle ouvre une perspective qui va dans l'au-delà de l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui est une capacité que l'homme doit acquérir, mais que la femme possède de manière beaucoup plus intuitive. Et donc, ce qui peut être très intéressant, c'est quoi? C'est de s'interroger, de se dire au fond, dans un couple, il y a un homme, il y a une femme. Est-ce que j'ai envie de donner à l'autre la possibilité de faire émerger sa particularité pour pouvoir, dans le domaine de l'éducation, aller plus loin? Je m'explique. Une femme va avoir un ressenti, une sensibilité particulière. C'est une réalité. Est-ce que je suis intéressé de l'interroger? Un homme va avoir parfois une forme de distance émotionnelle plus grande par rapport à un sujet. Est-ce que je suis intéressé de l'interroger? Et là, je vais rentrer dans quelque chose d'extrêmement concret. Lorsque l'on est face à une situation, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers l'autre et de lui dire « mais dis-moi, comment vois-tu les choses ?» Pourquoi? Parce que souvent, on attend que l'autre nous donne son point de vue et on ne va pas vers lui ou vers elle pour l'interroger sur son point de vue. Et ça serait très intéressant peut-être de mettre en place ce type de modèle de manière extrêmement concrète. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe, je voulais savoir comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu en penses. Et au passage, on n'a pas l'obligation de penser immédiatement. Parce qu'il y a certains sujets qui sont suffisamment importants pour qu'on soit capable de dire à l'autre, il faut que je prenne le temps d'y réfléchir, à quel moment on se voit pour en parler. Et c'est vrai que les réactions immédiates par rapport à des sujets qui sont parfois fondamentaux peuvent révéler peut-être le peu d'importance qu'on leur donne, parce que tout simplement, si un thème, un sujet est important, on doit être capable de prendre le temps et de réfléchir pour pouvoir aboutir à une certaine réflexion à partager avec l'autre. Et je veux donc maintenant continuer un petit peu et conclure là-dessus, sur cette notion justement de savoir mais comment est-ce qu'on partage au niveau de l'éducation des points de vue différents, en allant chercher l'autre, en allant vers lui, en allant l'interroger, en lui montrant que son point de vue nous intéresse, que nous sommes dans le désir de savoir quelle est sa vision du monde et que ce désir de la savoir et de la connaître ne veut pas nécessairement vouloir dire qu'on va l'accepter, mais que ça nous intéresse. Vous savez, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'arrive parfois d'avoir des personnes qui m'appellent, ils n'ont personne d'autre à appeler alors ils le font, et me poser une question au niveau de l'éducation ou autre, et très souvent, je me permets de leur dire « et vous, vous en pensez quoi ?» Et parfois, j'entends une réponse « je ne sais pas ». Alors, il y a une différence. Que vous ayez pensé, mais que vous ne savez pas véritablement si la manière dont vous voyez les choses est la bonne ou pas, que vous avez envie d'interroger quelqu'un qui a une barbe un peu plus blanche et peut-être un petit peu plus d'expérience sans plus, ça s'entend. Mais tu as pris le temps de penser, de réfléchir. Invitons notre conjoint à réfléchir
Et évidemment, si notre conjoint dit « j'en sais rien », et de toute façon, c'est toi qui décides, alors, plusieurs hypothèses. Première hypothèse, courage fuyons. Why not? Pourquoi pas? Seconde hypothèse, peut-être que l'autre a peur d'exprimer son point de vue, mais que de toute façon, il sait que comme à l'accoutumée, son point de vue sera mis de côté. Et donc, à quoi bon, quelque part, l'exprimer? Il y a d'où de nous interroger, de nous dire, mais au fond, la dernière fois que l'autre nous a dit ce qu'il pensait, comment on lui a répondu? Est-ce qu'on lui a pas dit, mais arrête de dire des bêtises, mais c'est du n'importe quoi? Vous savez, si on dit ça à quelqu'un, bon ben, ok, super. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je te dise ce que je pense si c'est comme ça que tu l'accueilles? Et parfois, on ne l'a pas fait méchamment. Hein. On est adorable, on est charmant, on aime très fort notre conjoint, tout va bien. Mais on ne se rend pas compte que parfois, on a invalidé la parole de l'autre au moment où il l'a exprimée à travers des mots ou des postures qui peuvent, pour lui, vouloir dire « de toute façon, ça ne m'intéresse pas ». Ou alors, tu dis des bêtises. Donc, par la suite, ce n'est pas simple, lorsque l'on nous invite à réfléchir et à donner notre point de vue, de le donner, puisqu'on a très très peur que ce soit un point de vue qui par la suite va être mis de côté. Ce que je voudrais essayer de partager avec vous ce soir, on a vu quand même un certain nombre de points. Et comme vous l'avez vu, ces problématiques-là, elles sont là pour tout le monde. Mais ce que je voudrais pouvoir faire, c'est aboutir à cela. C'est, comme je l'ai dit, et j'aimerais que ce mot-là, il soit là, c'est que l'éducation, l'enfance est un accélérateur de communication. C'est-à-dire, c'est vraiment se saisir de ça pour pouvoir, tout d'abord, en amont, rassurer l'autre sur sa place, comme on l'a vu. Savoir qu'on a nos conflits de loyauté, savoir qu'on a nos deux visions, savoir que parfois on a des choses personnelles à régler via l'enfant, savoir que parfois on projette sur lui certaines choses, et surtout, ouvrir ce que j'appellerais un monde d'hypothèses. Vous savez que dans la tradition juive, on étudie, l'étude de la Torah est capitale. Et on étudie entre autres le Talmud, la Gemara, on appelle ça. Et dans le Talmud, on pose entre autres toutes sortes de problématiques en tout genre. Et puis il y a des discussions. Un, il pense A, l'autre, il pense B, le troisième, il pense C. Et puis il commence à échanger. Et il dit, mais pourquoi tu dis ça? Pourtant, il est marqué ça, il apporte-moi une preuve et je te pose une question. Résultat des courses, on arrive généralement à une conclusion. C'est l'opinion X, Y, Z qui a, en effet, été retenue. Alors moi, je vous pose une question toute bête. Tu avais une question, tu as eu plein de discussions, donne-moi la réponse. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout le processus? Énormément de raisons, évidemment. Mais j'ai juste envie de mettre en exergue une raison. C'est que ça t'apprend aussi à comprendre et à inscrire chez toi le fait qu'on peut penser les choses de manière différente. Donc, à créer ce que j'appellerais un monde d'hypothèses. Mon mari s'oppose à moi. Première hypothèse, il veut imposer son point de vue. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'imposer? Est-ce que c'est parce que c'est la seule manière à lui de prendre une place? Première hypothèse. Seconde hypothèse, c'est qu'il n'arrive pas à imaginer qu'il y a une autre manière de m'amener à écouter son message. Peut-être que je peux lui dire, mais tu sais, je peux parfaitement entendre, mais peut-être d'une manière différente. Que sais-je? Ouvrons des hypothèses comme pour un enfant. Un enfant qui fait des bêtises, hypothèse 1, il est méchant. Ok, mais dans ce cas-là, interrogeons-nous parce qu'il a grandi chez nous. Hypothèse 2, il nous fait peut-être passer un message de souffrance. Qu'est-ce que tu en sais? Hypothèse 3, il a envie de se faire remarquer parce qu'il a l'impression qu'il n'existe pas. Enfin, j'en ai plein. Je ne sais pas c'est laquelle la bonne. Le fait de construire des hypothèses ensemble, en plus, c'est ça qui est génial, parce que quand on est en couple, on va découvrir, mais peut-être que, et tu ne penses pas, et ça pourrait être peut-être si, mais peut-être ça. Et d'accueillir l'hypothèse de l'autre, et pas lui dire, arrête de dire des bêtises, c'est du n'importe quoi. On l'a tous dit, hein, mais essayons quand même de limiter. De dire à l'autre, ah tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, pourquoi tu penses ceci, pourquoi tu penses cela? D'abord, comme j'ai dit, accélérateur de communication, on va s'entendre, et peut-être qu'on va découvrir plein de choses que l'autre va nous raconter, mais oui, mais parce que moi, quand j'étais petite, chaque fois qu'on me faisait ça, et c'est la raison pour laquelle, et je pense, et je suis sûr. Et donc, on va en même temps découvrir des éléments de l'histoire de l'autre qui vont nous permettre peut-être par la suite de mieux le comprendre, de mieux le percevoir. Ces dimensions-là, eh bien, on peut les inscrire et en faire quelque chose qui va renforcer encore plus la relation. Et je veux revenir au début pour conclure. L'enjeu d'une famille, c'est de savoir donner en permanence une réponse à cette question que l'on a tous dans notre existence.
quelle est notre place? Quelle est notre importance? Est-ce qu'on représente quelque chose? Plus on fera ce travail dans la relation de couple, mieux on arrivera à échanger et à discuter autour des visions différentes que l'on a dans l'univers de l'éducation. Parce que l'enjeu sera le sujet et rien d'autre. Plus on travaillera sur ce domaine, mieux on arrivera à inscrire cela aussi chez nos enfants. Un enfant qui se sent exister n'a pas besoin de se faire exister à travers ses jeans troués, à travers ses bêtises, à travers ses crises. Alors bien sûr, à l'âge des hormones, ça bouge dans tous les sens. Ok, mais ça c'est classique. Il n'a pas besoin de se faire exister parce qu'il existe, parce qu'il a conscience, qu'il a une place, qu'il a une valeur, qu'il représente quelque chose. Ce travail qu'on va faire au niveau de notre relation pour pouvoir enclencher la communication dans le couple, eh bien, il va aboutir évidemment à la communication dans le domaine de l'éducation, qui va s'inscrire par la suite, évidemment, au niveau de la construction de l'enfant. Voilà, j'ai envie de dire, quelques pistes de réflexion, avec évidemment, comme je suis sûr qu'il y a beaucoup de couples qui sont en train d'être à l'écoute, avec évidemment cette chose qui est fondamentale, c'est que si on est en couple, ne pas dire à l'autre « Ah, t'as vu ce qu'il a dit, hein? T'as vu, hein? C'est bien ce que je te dis. » Ou alors « Je me rends bien compte. » Pourquoi? Il y a un grand principe. Quand on est en couple, il faut faire le pari de l'intelligence de l'autre. Et si vous ne faites pas le pari de l'intelligence de l'autre, je vous rappelle qu'il y a un grand principe, c'est qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc, faisons le pari de l'intelligence de l'autre, sachant que les problématiques que j'évoquais, elles existent chez tout le monde. Et que les difficultés qu'on a pu avoir, et j'ai l'impression qu'il ne me donne pas de place, et l'enfant, etc., sont autant d'enjeux pour pouvoir avancer. Alors, d'accord, il y a ce point difficile. Le point difficile, il doit être une proposition de grandeur, quelque chose qui nous dit, donc on sait c'est quoi notre difficulté. Tu as un problème dans ton histoire, j'ai un problème dans mon histoire, j'en sais rien. Super. Donc, puisqu'on a identifié, avançons et construisons. Et rappelons-nous que quand nos enfants vont ressentir que nous avons en tant que couple des mouvements qui s'opèrent pour pouvoir mieux travailler sur cette communication entre nous, évidemment que ça facilitera pour nos enfants leur propre mouvement. Ils le percevront, ils le ressentiront. C'est quelque chose qu'ils vont voir. Et évidemment, pour eux, ça sera un facilitateur de mouvement. Et c'est ce qu'on se souhaite à toutes et à tous. Je vous remercie encore d'être à l'écoute et de m'avoir permis de partager avec vous cette réflexion. Que toutes les personnes ont envoyé un certain nombre de messages que j'ai lus, qui ont besoin d'une refoua shlema, qu'elles aient une refoua shlema complète, totale, Bezrat Hashem et absolue, que nous n'ayons que d'excellentes nouvelles les uns et les autres, chacun dans notre univers, pour le bien, et que les énergies qu'on essaye de mettre en place chacun dans l'éducation, eh bien qu'elles amènent de très beaux résultats, en se rappelant que derrière tout cela, il y a le Ribono Shel Olam, il y a le Maître du monde, et que la tfila, la prière, elle est au cœur de l'histoire. Rappelons-nous que le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, a pris le Sidour, le livre de prière de sa mère. Il a dit, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est grâce à ce livre de prière. Évidemment, ce n'est pas juste prier et ne rien faire, c'est prier évidemment et essayer d'agir le mieux possible. Shavua Tov à toutes et à tous. Et si maintenant il y a une partie question, évidemment, je suis prêt à les entendre. Ça, c'est aux animateurs de me le dire. Et si c'est des questions, je pense qu'on va pouvoir prendre un petit quart d'heure par rapport à ces questions. Allez-y, je vous écoute. Alors, je n'ai pas la possibilité d'avoir le micro. Bon, alors, on m'entend, c'est bon? Bravo. Alors, Rav Lemel, merci infiniment. La conférence, c'est peu de le dire, elle était particulièrement passionnante. Elle a donné évidemment des pistes de réflexion. Et ce genre de points de départ sont évidemment toujours dans un but d'aller chercher plus loin.
d'aller trouver des réponses, d'aller avoir des questions plus personnelles, plus privées. Nous avons quelques questions qui sont arrivées pendant ce temps-là. Le temps de mettre un tout petit peu d'ordre dans les questions et afin de pouvoir les transmettre sans qu'il y ait de doublons, je vais vous proposer à toutes et à tous de vous projeter une toute petite vidéo de Bet Rivka et juste après, nous passerons aux questions et Rav Lemel se ferait certainement un plaisir de nous y répondre.
Voilà, alors quelques images qui, bien entendu, vous l'aurez compris, ont été prises avant le confinement, avant toutes les mesures restrictives qui nous ont été imposées entre-temps, mais sans bien entendu perdre l'espoir que tous ces moments, on les retrouvera avec l'aide de Dieu avec encore beaucoup plus de joie et de force. Alors, Avlemel, une question qui a été posée et qui doit interroger énormément de parents d'élèves, notamment de parents d'ados, comme on dit, c'est comment réagir aux arguments sans fin de nos ados. Parce qu'évidemment, quand on leur donne une réponse et que cette réponse ne les satisfait pas, ils ne vont pas en rester là, ils vont continuer à argumenter derrière et ça sera des discussions sans fin. Et parfois, quand la patience n'est pas la qualité première des parents, cela peut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, partir en vrille. Ah, Ravlemel n'a plus de… Il faut mettre le micro de Ravlemel. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, vous m'avez dit très bien. Alors, j'ai commencé à répondre en faisant un coup de pub. Sachez que mardi soir, je donne un cours sur Zoom justement sur l'adolescence. D'accord ? Donc, voilà, donc, les personnes qui veulent avoir le lien, elles peuvent me le demander en m'envoyant un mail à elie@lamed.fr. Elie, mon prénom, elie@lamed, comme le site, LAMD ou la lettre.fr. Voilà, donc ça c'est maintenant, évidemment, je vais essayer de répondre à votre question. Alors, l'adolescence, évidemment, j'ai pas eu le temps d'en parler d'ailleurs ce soir parce que, évidemment, il y a aussi dans l'histoire de l'enfant, dans le rapport au couple, l'enfant aime parfois jouer papa contre maman, maman contre papa. D'ailleurs, chez nous à la maison, j'ai souvenir ému des moments dans lesquels papa, est-ce qu'on peut? Et quand j'avais l'intelligence de me rappeler ce que je vous donne, de ce que j'essaie de partager avec vous, donc ça m'arrive de temps en temps, je leur disais, et qu'en pense maman? Et ils ont dit, mais je t'ai pas demandé ce que dit maman, je veux savoir toi, mais arrête, tu n'étais pas capable de penser par toi-même. Bon, dans ce cas-là, vous avez parfaitement compris qu'ils ont demandé à leur mère, qu'elle a dit oui ou non, en tout cas, que la réponse ne plaît pas, et qu'ils viennent vite chercher chez moi pour dire oui, mais papa, il a dit, après, chic alors, on va s'amuser à jouer papa contre maman, maman contre papa. Donc, quand vous vous rappelez, dès qu'ils vous demandent papa ou maman, dire qu'en pense papa. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, évidemment, alors on me demande de reformuler mon mail, donc c'est Elie, E-L-I-E, Elie, mon prénom, @lamed, @lamed, L-A-M-E-D.fr, pas Gmail, hein, @lamed, L-A-M-E-D.fr. Alors, je reprends. Maintenant, au niveau de l'adolescent, l'adolescent, en vérité, il est en test. Il est en test, il essaye de voir ce qui se passe, d'accord? Et donc, il va essayer de voir comment nous, on gère son agression. Et notre problème à nous, justement, c'est d'être capable d'accueillir et de lui demander, mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Ou qu'est-ce que tu attends de nous? Parce que, évidemment, est-ce que tu attends une réponse? Ou alors, tu es juste là dans ta provoque. Ben, si tu es là dans ta provoque, ben, bon, Mazel Tov, bienvenue au club des ados classiques. Et là, il doit sentir une chose, un message. Ce message, c'est que toi, on t'aime très fort. Mais par contre, pas nécessairement ce que tu fais. Ne confondons jamais l'individu avec ce qu'il fait. Bien sûr, je ne parle pas du meurtrier, enfin voilà, il y a des choses dramatiques. Mais ne confonds pas l'enfant avec ce qu'il fait. Il faut que l'ado, surtout, ait l'habitude d'entendre. Ça veut dire, écoute, avec toi, on n'a pas de problème. Par contre, on a un problème avec ce que tu fais. Ça, c'est déjà la première chose. Et ça serait bien d'avoir justement ici cette parole commune. L'adolescent aussi est en test. Il est en test de savoir s'il a face à lui des parents
Et à nous, justement, de travailler en amont. Et c'est là où je reviens à nouveau. Ce travail en amont, on sait que ça y est, l'ado, il va se retrouver à faire sa crise et ses copains, etc. Comment déjà, en amont, on se prépare à telle et telle chose? Quelles sont les choses sur lesquelles ça ne sera pas négociable et quelles sont les choses sur lesquelles on va laisser faire? Et donc, bien réfléchir sur l'incidence des choses. L'enfant, il veut rentrer à la maison, se coucher à 7 heures, dormir jusqu'à 11 heures, se réveiller à minuit pour travailler jusqu'à 2 heures du matin. Mazal tov, bienvenue au club. Il ne veut pas venir souper avec nous, il n'y a pas de problème. Attention, on n'est pas la serveuse du restaurant, la table sera servie, mais après, c'est à lui de débarrasser. Il y a des choses à dire, c'est quoi l'enjeu? Et si l'enjeu, c'est « tu m'obéis », alors là, ça ne va pas. Et savoir quels sont les points sur lesquels, allez, c'est bon, on peut ouvrir, et quels sont les points sur lesquels ce n'est pas négociable. Nous, on doit être clair, pardonnez-moi, on doit être clair entre nous là-dessus. Et évidemment, une fois qu'on est clair là-dessus, on arrive à mieux gérer, mais ne pas avoir peur aussi d'être dans la structure de courage fuyant. Courage fuyant, c'est dire, écoute, ça va donner du n'importe quoi, je vois que la situation commence à mal aller, ok, il n'y a pas de problème, pour ne pas nous retrouver dans une situation qu'il a envie d'amener. Pourquoi? Parce que souvent les ados ont besoin de construire des situations qui leur permettront de nous voir réagir de telle manière pour pouvoir justifier leur désir de ne pas nous écouter. Comment je peux écouter ce père qui me hurle dessus? Mais en vérité, ce père, il t'a hurlé dessus parce que... Allez, encore, c'est un être humain, à un moment, il a explosé. Et toi, tu dis, ah, tu as vu qui c'est mon père, donc je ne l'écoute pas. Donc attention, consciemment ou inconsciemment, et ça d'ailleurs c'est un grand classique dans les couples, mais c'est un autre sujet, on construit la situation qui amène l'autre à avoir une réaction qui nous permet de justifier la prise de distance. Et ça, les ados peuvent le faire. Donc rompre le combat et dire, écoute, si ça continue, je vais m'énerver, je n'ai pas envie de m'énerver, et c'est ridicule, tu as envie de le faire, vas-y. Tu veux le faire? Fais-le, fais-le. Ça permet de ne pas tomber dans ce piège. C'est la raison pour laquelle je vais quand même avoir une conférence que sur cela, parce que évidemment c'est un sujet beaucoup plus vaste, il faut comprendre tous les enjeux qui se passent chez l'ado, mais je pense que déjà sur ce point-là, si on travaille sur qu'il se rende compte qu'on ne veut pas instrumentaliser son dysfonctionnement pour le définir, qu'on est capable de lui montrer qu'on a des adultes et que s'il y a un problème, on est capable de faire le premier pas et pas dire ben, « c'est à lui de me demander pardon au premier ». Mais montre-lui dans la vie, à travers ton exemple, qu'on doit être capable de faire un premier pas. Montre c'est quoi un adulte indus, quelqu'un qui est capable de dépasser et d'avancer. Si on est capable aussi de réfléchir sur, mais au fond, et de nouveau, quel est l'enjeu? C'est pas grave s'il n'est pas à table avec nous ou s'il nous fait. Par contre, s'il commence à insulter, à dire des gros mots, là, c'est une problématique dans laquelle on doit lui signifier ce que l'on pense de l'acte, mais non pas de lui. Ne pas rentrer dans la relation du je au tu. D'accord? Lui dire « je ne veux pas que tu n'as pas honte ». Cette manière de parler n'est pas correcte. Cette manière d'être n'est pas correcte. Point. Je te donne des informations. Voilà. C'est quelques petits points sur ce thème. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit je vais avoir une conférence que sur ça et sans doute pas qu'une parce que c'est sans doute un des sujets les plus fondamentaux. Quelque part aujourd'hui, et j'ai entendu ça de mon oncle, le Rav Yitzhak Veil, un jour il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu sais, aujourd'hui, les enfants, cette relation de soumission, entre guillemets, au sens non péjoratif du terme, bien sûr, à l'autorité évidente, n'existe plus chez eux. Dire, papa a dit, ah, maman a dit, ah, on était plus ou moins comme ça hein, quand on était enfant, même si par derrière on essayait de faire nos petits trucs, mais bon, on a tous, on va tout dire, mais quand même, ça c'est très compliqué. Pourquoi? Il dit parce que c'est pour nous obliger à devenir des parents admirables. C'est-à-dire, avant, c'était notre statut de papa et de maman qui faisait que l'enfant était à l'écoute. Aujourd'hui, il a besoin d'avoir face à lui des parents qui incarnent ce monde adulte qu'il rêve d'avoir en exemple. Ils n'attendent qu'une chose, soyez ma référence dans votre manière d'être et de gérer. Soyez ma référence, montrez-moi c'est quoi un adulte. Quand on arrive, et c'est pas simple, et ce n'est pas simple, on a tous nos échecs, et nos crises, et nos colères, on est tous tombés dedans, mais quand on y arrive, à ce moment-là, évidemment, ça bouge. Voilà, c'est pour nous obliger à bouger aussi nous-mêmes. Autre question? Alors Thomas, je crois que c'est à vous de me poser. Voilà, voilà c'est bon. Alors,
le flux des questions est énorme, mais je suis obligé de choisir et je pense que voilà une question qui en intéressera plus d'un. Alors, je vous la lis telle qu'elle a été écrite. Comment enseigner à un enfant extrêmement créatif, un peu plus entêté que ses frères et sœurs, les contraintes liées à la pratique de la religion, comme la tsniout par exemple, sans que cela n'ait de conséquences inverses? Ah, et la question se c'est termine une par autre conférence que vous me demandez. Hein. C'est chaque fois une autre conférence. Alors, je vais essayer de partager avec vous juste une piste. Cette notion de ne pas… Tout d'abord, il faut que l'enfant voit que chez nous, les choses se passent dans la joie. Que c'est vraiment de la joie et pas la joie. Ah là 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 là. Vraiment qu'ils sentent que… Après, moi, j'adore ce titre du livre de Neher, qui est le suivant et qui résume bien ça, j'ai l'impression. Ça s'appelle « Le dur bonheur d'être juif ». C'est-à-dire que le dur bonheur d'être juif, c'est un bonheur, mais c'est vrai que parfois les choses sont compliquées. C'est-à-dire qu'il faut être crédible. C'est comme le père qui passe devant une superbe voiture et machin, etc. Il dit, mais non, tout ça, ça ne vaut rien. Je ne travaillerai pas toute ma vie pour ça, clairement. Mais si on me la prête, j'ai rien contre. Je vais me faire un petit kiff de rouler dans un truc un peu marrant. C'est-à-dire, c'est comme pour la tsniout. Vous passez devant un magasin dans lequel il y a des robes très belles, mais immettables. D'accord ? Comme dirait l'autre, ce n'est pas des jupes, c'est des ceintures. OK. Mais c'est stylisé, c'est waouh, des couleurs, des machins. Ne dites pas c'est moche. Au niveau purement esthétique pur, il y a des découpes de tissus. Ah, c'est joli, mais je ne me mettrai jamais un truc pareil. C'est-à-dire, déjà, ayons des paroles, soyons crédibles au niveau des enfants. Ne soyons pas aussi dans ces paroles dans lesquelles, chez nous, c'est le bonheur et chez les autres, c'est une catastrophe. C'est faux, c'est du n'importe quoi. Donc déjà, nos enfants ont besoin de voir qu'on est dans un monde dans lequel on est parfaitement conscient des difficultés et ce genre de choses et tout. Après, évidemment, là, vous avez abordé la problématique de la tsniout, c'est-à-dire de la pudeur, qui est une des problématiques les plus complexes et les plus faciles, j'ai l'impression. Pourquoi ? Elle est complexe dès lors qu'on met dedans la religion. Dès le moment où vous sortez la religion de ça, les choses sont différentes. C'est comme se lever le matin. On ne se lève pas le matin pour prier, on se lève parce qu'on se lève. Et un juif, quand il se lève le matin, il prie. Mais ce qui est important, c'est dans la vie, on se lève. On se lève. De la même manière, ton corps, c'est, pardonnez-moi de le dire avec une expression un peu surprenante, c'est pas un shawarma, tu n'es pas un shawarma sur deux pattes. Tu es un être humain, et un être humain, il a un certain respect de lui-même, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir conscience. Il se trouve que la Torah aussi va nous en parler, parce que sinon, l'enfant on pourrait se retrouver dans la situation suivante, c'est que l'enfant pourrait utiliser le religieux pour mettre de côté des choses qui sont fondamentales par rapport à lui. Et c'est là où est la difficulté. Donc il faut, à mon sens, ne pas trop invoquer la Torah pour pouvoir faire passer ce genre de message, mais montrer que d'abord, c'est une dimension humaine. On n'est pas dans la bonté et l'altérité parce que la Torah nous le dit. Un être humain doit être. Et la Torah nous apprend comment l'être. Et la Torah nous le rappelle et la Torah nous ouvre à ce que ça veut dire véritablement. Mais sinon, c'est comme les éclaireurs qu'on a fait notre bonne action, quoi, notre BA. J'ai fait ma BA, donc je me suis rendu quitte, j'ai fait ça. Mais quelque part, ce n'est pas épanouissant et ça ne veut rien dire à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, sur ce genre de thématique et surtout, montrer à l'enfant que nous sommes prêts à entendre ce qu'il ressent et ce qu'il vit et surtout l'accompagner lorsqu'il exprime sa difficulté. Quand il dit c'est difficile, ne pas lui dire arrête, c'est dire je comprends, ça doit sûrement pas être simple. Et c'est vrai, qu'on le veuille ou pas, ce dur bonheur d'être juif, il peut y avoir un moment une difficulté. C'est comme le Shabbat, c'est très beau le Shabbat, mais quand tu habites au 8e étage et que tu as 5 enfants et que c'est l'été et que tu n'as pas de clim, c'est beau, mais on transpire un peu. C'est-à-dire, c'est à un moment, les images d'Épinal peuvent décrédibiliser une parole quand elle rencontre une réalité qui n'est pas toujours aussi simple, mais qui montre bien qu'on est dans une vie dans laquelle on se bat, on avance, on construit et on est heureux de le faire. Donc, voilà, sur ça en tout cas, une ou deux pistes de réflexion sur ce point-là. Ablemel, je vais me permettre de vous poser une ultime question et je vais m'excuser auprès de toutes les personnes qui
qui ont été présentes ce soir et qui ont voulu avoir des réponses et auxquelles, bien entendu, on ne va pas pouvoir répondre. Mais comme vous l'a dit Rav Lemel, il y a d'autres conférences qui vont être données. Il a donné son adresse mail, donc on peut lui poser des questions. Je sais qu'il répond à des questions Yomam Valaila, comme on dit. Donc, je vous invite à le faire. Donc, la dernière question que je vais vous poser pour ce soir, Rav Lemel, c'est peut-être un conseil pour les jeunes couples. Comment accélérer la communication avant l'arrivée des enfants afin d'amorcer et de vivre l'Echatrila et non Bediavad. Voilà des gens qui ont bien suivi. Bravo. Alors, au niveau d'un jeune couple, évidemment, c'est peut-être d'abord apprendre à faire un travail de ce que j'appellerais reformulation. Le travail de reformulation, c'est tout simplement s'apprendre mutuellement à dire véritablement ce que l'on avait envie de dire. Or, le grand problème qu'on a dans les communications au niveau d'un jeune couple, c'est que un dit A et l'autre comprend B. On a des mots, mais on n'a pas le même dictionnaire. C'est apprendre à avoir d'abord le dictionnaire commun. Ça, c'est déjà un premier point. Et ça, c'est la base de tout. Quand tu dis ceci, ça veut dire ça ou ça veut dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, c'est déjà le premier point. Et évidemment, le second point, je ne l'ai pas abordé ce soir, mais puisque vous me parlez de jeunes couples au niveau de l'éducation, je vais en toucher un mot, c'est de travailler de telle manière à ce que la parole des grands-parents ne soit pas présente lorsque l'enfant va paraître, mais que nous soyons intéressés à les interroger, mais qu'ils ne soient pas ceux qui viennent pénétrer dans notre histoire de couple. C'est-à-dire faire en telle sorte de construire une relation de confiance l'un par rapport à l'autre pour pouvoir, lorsque une parole extérieure voudra pénétrer notre couple et le domaine de l'éducation, qu'elle n'y pénètre que sur notre invitation. Et ça, je parle à tous les beaux-parents dont je fais partie, tous les grands-parents dont nous faisons partie, mon épouse et moi-même, avec une joie incroyable, c'est que nous ne sommes pas là pour dire, nous ne sommes là que pour répondre à une invitation et exprimer un point de vue parmi tant d'autres. Et c'est peut-être pas ça la réponse que les gens imaginaient entendre, mais de la petite expérience que j'ai et de ce que je constate, beaucoup de problématiques émergent dans le couple avec l'arrivée de l'enfant, de par le fait que les parents pénètrent dans l'histoire du couple, soit parce qu'un des deux les invite sans demander à l'autre son avis. Pourquoi? Parce que la relation de confiance ne s'est pas suffisamment construite. Quand on a pris le temps d'échanger ensemble et de réaliser que l'autre, on pouvait entendre sa parole, à ce moment-là, évidemment, l'arrivée de l'enfant est quelque chose qui est radicalement différent. Ça, voilà, c'est quelques points sur ce sujet qui est évidemment, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus vaste. On a ouvert des réflexions, on a ouvert un univers de pensée. En tout cas, je suis très, très touché par votre invitation, touché aussi par le nombre de personnes qui ont eu ces désirs de partager cette réflexion avec nous. Et c'est vrai quelque chose au contraire, et c'est ce que j'ai envie de dire en conclusion, applaudissez-vous. Vous avez été capable de prendre du temps pour pouvoir réfléchir à l'éducation de vos enfants. C'est du domaine du rare. N'ayez pas peur de vous applaudir et de vous dire, eh bien, nous sommes des parents qui avons envie de progresser parce que nous sommes capables de prendre du temps. Et nous nous révélons à nous-mêmes et à nos enfants l'importance que cela a en ayant été capables de prendre du temps pour pouvoir avancer là-dessus. C'est une chose extraordinaire. Je vous félicite et je nous souhaite à toutes et à tous Shavua Tov et beaucoup de bonnes nouvelles dans tous les domaines de Bezrat Hashem. Amen. Merci infiniment, Rav Lemel. Merci au nom de tout Bet Rivka, de tous les auditeurs et les auditrices ce soir. Et Bezrat Hashem a la joie de vous revoir très prochainement. Shavua Tov, Umvorach à tout le monde. Et merci pour tout ce que vous faites.